Minuit, chez Monsieur Dufréty. Je me demande pourquoi l'idée ne m'est pas venue d'emprunter 20 francs à Madame Duplouy. J'aurais pu ainsi coucher à l'hôtel. Il est vrai que j'étais hier soir hors d'état de beaucoup réfléchir. Je me désespérais d'avoir manqué le train. Mon pauvre camarade m'a d'ailleurs très convenablement reçu. Il me semble que tout est bien. Sans doute me blâmera-t-on d'avoir accepté, même pour une nuit, l'hospitalité d'un prêtre dont la situation n'est pas régulière. Elle est pire. Monsieur le curé de Torcy me traitera de gribouille. Il n'aura pas tort. Je me le disais hier en montant l'escalier si puant, si noir. Je suis resté quelques minutes en face de la porte du logement. Une carte de visite toute jaunie s'y trouvait, fixée par 4 punaises. Louis Dufréty, représentant. C'était horrible. Quelques heures plus tôt, je n'aurais pas osé entrer peut-être. Mais je ne suis plus seul. Il y a cela en moi, cette chose. Bref, j'ai tiré la sonnette avec le vague espoir de ne trouver personne. Il est venu m'ouvrir. Il était en manche de chemise avec un de ces pantalons de coton que nous mettons sous nos soutanes, les pieds nus dans ses pantoufles. Il m'a dit presque aigrement « Tu aurais pu me prévenir, j'ai un bureau rue d'Onfroy. Ici, je ne suis que campé, la maison est ignoble. » Je l'ai embrassé. Il a eu un accès de toux. Je crois qu'il était plus ému qu'il n'aurait voulu le paraître. Les restes du repas étaient encore sur la table. « Je dois me nourrir, a-t-il repris avec une gravité poignante, et j'ai malheureusement peu d'appétit. Tu te rappelles les haricots du séminaire ? Le pire est qu'il faut faire la cuisine ici, dans l'alcôve. J'ai pris en grippe l'odeur de graisse frite, c'est nerveux. Ailleurs, je dévorerais. » Nous nous sommes assis l'un près de l'autre, j'avais peine à le reconnaître. Son cou s'est allongé démesurément, et sa tête là-dessus paraît toute petite, on dirait une tête de rat. « Tu es gentil d'être venu. À te parler franchement, j'ai été surpris que tu répondes à mes lettres. Tu n'étais pas trop large d'esprit là-bas entre nous. » J'ai répondu je ne sais quoi. « Excuse-moi, m'a-t-il dit, je vais faire un brin de toilette. Aujourd'hui, je me suis donné du bon temps, mais c'est plutôt rare. Que veux-tu ? La vie active a du bon, mais ne me crois pas devenu un béotien. Je lis énormément, je n'ai jamais tant lu, peut-être même qu'un jour. J'ai là des notes très intéressantes, très vécues. Nous nous reparlerons de cela. Jadis, il me semble, tu ne tournais pas mal l'alexandrin. Tes conseils me seront précieux. » Je l'ai vu un moment après, par la porte entrebâillée, se glisser vers l'escalier, une boîte à lait dans la main. Je suis resté de nouveau seul avec... Mon Dieu, c'est vrai que j'aurais choisi volontiers une autre mort. Des poumons qui fondent peu à peu comme un morceau de sucre dans l'eau, un cœur exténué qu'on doit provoquer sans cesse, ou même cette bizarre maladie de monsieur le docteur Laville, et dont j'ai oublié le nom. Il me semble que la menace de tout cela doit rester un peu vague, abstraite. Au lieu qu'en portant seulement la main par-dessus ma soutane à la place où se sont attardés si longtemps les doigts du docteur, je crois sentir. Imagination, probablement. N'importe. J'ai beau me répéter qu'il n'y a rien de changé en moi depuis des semaines ou presque, la pensée de rentrer chez moi avec cette chose enfin, me fait honte, m'écœure. Je n'étais que trop tenté de dégoût vis-à-vis de ma propre personne, et je sais le danger d'un tel sentiment qui finirait par m'enlever tout courage. Mon premier devoir au début des épreuves qui m'attendent devrait être sûrement de me réconcilier avec moi-même. J'ai beaucoup réfléchi à l'humiliation de ce matin. Je crois qu'elle est due plutôt à une erreur de jugement qu'à la lâcheté. Je n'ai pas de bon sens. Il est clair qu'en face de la mort, mon attitude ne peut être celle d'homme très supérieur à moi et que j'admire. Monsieur Olivier, par exemple, ou monsieur le curé de Torcy. Je rapproche exprès ces deux noms. En une telle conjoncture, l'un et l'autre eussent gardé cette espèce de distinction suprême qui n'est que le naturel, la liberté des grandes âmes. Madame la comtesse elle-même. Oh, je n'ignore pas que ce sont là des qualités plutôt que des vertus qu'elle ne saurait s'acquérir. Hélas, il faut qu'il y en ait en moi quelque chose puisque je les aime tant chez autrui. C'est comme un langage que j'entendrais très bien sans être capable de le parler. Les échecs ne me corrigent pas. Alors au moment où j'aurais besoin de toutes mes forces, le sentiment de mon impuissance m'étreint si vivement que je perds le fil de mon pauvre courage, comme un orateur maladroit perd le fil de son discours. Cette épreuve n'est pas nouvelle. Je m'en consolais jadis par l'espoir de quelque événement merveilleux, imprévisible, le martyre peut-être. À mon âge, la mort paraît si lointaine que l'expérience quotidienne de notre propre médiocrité ne nous persuade pas encore. Nous ne voulons pas croire que cet événement n'aura rien d'étrange, qu'il sera sans doute ni plus ou moins médiocre que nous, à notre image, à l'image de notre destin. Il ne semble pas appartenir à notre monde familier. Nous pensons à lui comme à ces contrées fabuleuses dont nous lisons les noms dans les livres. Je me disais justement tout à l'heure que mon angoisse avait été celle d'une déception brutale, instantanée. Ce que je croyais perdu, au-delà d'océans imaginaires, était devant moi. Ma mort est là. C'est une mort pareille à n'importe quelle autre, et j'y entrerai avec les sentiments d'un homme très commun, très ordinaire.
Il est même sûr que je ne saurais guère mieux mourir que gouverner ma personne. J'y serais aussi maladroit, aussi gauche. On me répète « Soyez simple ». Je fais de mon mieux. C'est si difficile d'être simple. Mais les gens du monde disent « les simples », comme ils disent « les humbles », avec le même sourire indulgent. Ils devraient dire « les rois ». Mon Dieu, je vous donne tout, de bon cœur. Seulement je ne sais pas donner, je donne ainsi qu'on laisse prendre. Le mieux est de rester tranquille, car je ne sais pas donner. Vous savez prendre. Et pourtant j'aurais souhaité d'être une fois, rien qu'une fois, libéral et magnifique envers vous. J'ai été très tenté aussi d'aller trouver M. Olivier, rue Verte. J'étais même en chemin, je suis revenu. Je crois qu'il m'aurait été impossible de lui cacher mon secret. Puisqu'il part dans 2 ou 3 jours pour le Maroc, cela n'aurait pas eu grande importance. Mais je sens que devant lui, j'aurais malgré moi joué un rôle, parlé un langage qui n'est pas le mien. Je ne veux rien braver, rien défier. L'héroïsme à ma mesure est de n'en pas avoir, et puisque la force me manque, je voudrais maintenant que ma mort fût petite, aussi petite que possible, qu'elle ne se distinguât pas des autres événements de ma vie. Après tout, c'est à ma naturelle maladresse que je dois l'indulgence et l'amitié d'un homme tel que monsieur le curé de Torcy. Elle n'en est pas indigne peut-être est-elle de l'enfance. Si sévèrement que je me juge parfois, je n'ai jamais douté d'avoir l'esprit de pauvreté. Celui d'enfance lui ressemble. Les deux sans doute ne font qu'un. Je suis content de n'avoir pas revu monsieur Olivier. Je suis content de commencer le premier jour de mon épreuve ici, dans cette chambre. Ça n'est d'ailleurs pas une chambre. On m'a dressé un lit dans un petit corridor où mon ami range ses échantillons de droguerie. Tous ces paquets sentent horriblement mauvais. Il n'y a pas de solitude plus profonde qu'une certaine laideur, qu'une certaine désolation de la laideur. Un bec de gaz de ceux qu'on appelle, je crois, papillons, siffle et crache au-dessus de ma tête. Il me semble que je me blottis dans cette laideur, cette misère. Elle m'aurait inspiré jadis du dégoût. Je suis content qu'elle accueille aujourd'hui mon malheur. Je dois dire que je ne l'ai pas cherché. Je ne l'ai même pas reconnu tout de suite. Lorsque hier soir, après ma 2e syncope, je me suis trouvé sur le lit, mon idée a été sûrement de fuir à tout prix. Je me rappelais ma chute dans le soleil devant l'enclos de M. Dumouchel. C'était pire. Je ne me rappelais pas seulement le chemin creux, je voyais aussi ma maison, mon petit jardin. Je croyais entendre le grand peuplier qui, par les nuits les plus calmes, s'éveille bien avant l'aube. Je me suis figuré bêtement que mon cœur s'arrêtait de battre. « Je ne veux pas mourir ici », ai-je crié. « Qu'on me descende, qu'on me traîne n'importe où, ça m'est égal. » J'avais certainement perdu la tête. Mais j'ai quand même reconnu la voix de mon pauvre camarade. Elle était à la fois furieuse et tremblante. Il discutait sur le palier avec une autre personne. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne suis pas capable de le porter tout seul, et tu sais bien que nous ne pouvons plus rien demander au concierge. » Alors j'ai eu honte. J'ai compris que j'étais lâche. Il faut d'ailleurs que je m'explique ici une fois pour toutes. Je vais donc reprendre mon récit au point où je l'ai laissé quelques pages plus haut. Après le départ de mon camarade, je suis resté seul un bon moment. Puis j'ai entendu chuchoter dans le couloir, et enfin il est entré, tenant toujours sa boîte au lait à la main, très essoufflé, très rouge. « J'espère que tu dîneras ici, m'a-t-il dit. Nous pourrons causer en attendant. Peut-être te lirai-je des pages. C'est une sorte de journal et cela s'intitule « Mes étapes ». Mon cas doit intéresser bien des gens, il est typique. » Tandis qu'il parlait, j'ai dû avoir un premier étourdissement. Il m'a forcé à boire un grand verre de vin. Je me suis trouvé mieux, sauf une douleur violente à la hauteur de l'ombilic, et qui s'est apaisée peu à peu. « Que veux-tu » a-t-il repris. « Nous n'avons que du mauvais sang dans les veines. Les petits séminaires ne tiennent aucun compte des progrès de l'hygiène, c'est effrayant. Un médecin m'a dit « Vous êtes des intellectuels sous-alimentés depuis l'enfance. » Ça explique bien des choses, tu ne trouves pas ? Je n'ai pu m'empêcher de sourire. Ne va pas croire que je cherche à me justifier. Je ne suis que d'un parti, celui de la sincérité totale, envers les autres comme envers moi-même. Chacun sa vérité, c'est le titre d'une pièce épatante et d'un auteur très connu. Je rapporte exactement ces paroles. Elles m'eussent paru ridicules si je n'avais vu en même temps sur son visage le signe évident d'une détresse dont je n'espérais plus l'aveu. N'était cette maladie, reprit-il après un silence, je crois que j'en serais toujours au même point que toi. J'ai beaucoup lu. Et puis en sortant du Sana, j'ai dû chercher une situation, me mesurer avec la chance. Question de volonté, de cran surtout. Naturellement, tu dois t'imaginer qu'il n'y a rien de plus facile que de placer des marchandises. Erreur, grave erreur. Qu'on vende de la droguerie ou des mines d'or, qu'on soit Ford ou un modeste représentant, il s'agit toujours de manier les hommes. Le maniement des hommes est la meilleure école de volonté, j'en sais maintenant quelque chose. Heureusement, le pas dangereux est franchi. Avant 6 semaines, mon affaire sera au point, je connaîtrai les douceurs de l'indépendance. Remarque que je n'encourage personne à me suivre,
il y a des passages pénibles, et si je n'avais eu alors, pour me soutenir, le sentiment de ma responsabilité envers une personne qui m'a sacrifié la situation la plus brillante et à laquelle... Mais pardonne-moi cette allusion au fait qui... Je le connais, lui dis-je. Oui, sans doute. D'ailleurs, nous pouvons en parler très objectivement. Tu penses bien que j'ai pris mes dispositions pour t'éviter ce soir une rencontre qui... Mon regard le gênait visiblement. Il n'y trouvait sûrement pas ce qu'il eût souhaité d'y lire. J'avais devant cette pauvre vanité à la torture l'impression douloureuse que j'avais connue quelques jours plus tôt en présence de mademoiselle Louise. C'était la même impuissance à plaindre, à partager quoi que ce fût, le même resserrement de l'âme. Elle rentre d'ordinaire à cette heure-ci. Je l'ai priée de passer la soirée chez une amie, une voisine. Il a tendu vers moi à travers la table, timidement, un bras maigre, livide, qui sortait d'une manche trop large. Il a posé la main sur la mienne, une main tout en sueur et très froide. Je pense qu'il était réellement ému. Seulement son regard mentait toujours. Elle n'est pour rien dans mon évolution intellectuelle, bien que notre amitié n'était d'abord qu'un échange de vues, de jugements sur les hommes, la vie. Elle remplissait les fonctions d'infirmière-chef au Sana. C'est une personne instruite, cultivée, d'une éducation très au-dessus de la moyenne, un de ces oncles et percepteurs à rang du filière. Bref, j'ai cru devoir remplir la promesse que je lui avais faite là-bas. Ne va pas croire surtout à un entraînement, à un emballement. Ça t'étonne ? Non, lui dis-je, mais il me semble que tu as tort de te défendre d'aimer une femme que tu as choisie. Je ne te savais pas sentimental ? Écoute, ai-je repris, si j'avais le malheur un jour de manquer aux promesses de mon ordination, je préférerais que ce fût pour l'amour d'une femme plutôt qu'à la suite de ce que tu nommes ton évolution intellectuelle. Il a haussé les épaules. Je ne suis pas de ton avis, a-t-il répondu, sèchement. Permets-moi d'abord de te dire que tu parles de ce que tu ignores, mon évolution intellectuelle. Il a dû poursuivre quelque temps encore car j'ai le souvenir d'un long monologue que j'écoutais sans le comprendre. Puis ma bouche s'est remplie d'une espèce de boue fade et son visage m'est apparu avec une netteté, une précision extraordinaire avant de sombrer dans les ténèbres. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'achevais de cracher cette chose gluante qui collait aux gencives. C'était un caillot de sang. Et j'ai entendu aussitôt une voix de femme. Elle disait avec l'accent du pays de Lens, « Ne bougez pas, monsieur le curé, ça va passer. » La connaissance m'est revenue tout de suite. Le vomissement m'avait beaucoup soulagé. Je me suis assis sur le lit. La pauvre femme a voulu sortir, j'ai dû la retenir par le bras. Je vous demande pardon. J'étais chez une voisine de l'autre côté du corridor. Monsieur Louis s'est un peu affolé, il a voulu courir jusqu'à la pharmacie Revel. Monsieur Revel et son copain. Malheureusement, la boutique ne reste pas ouverte la nuit, et monsieur Louis ne peut guère marcher vite, rien l'essouffle. Question santé, il n'en aurait pas beaucoup à revendre. Pour la rassurer, j'ai fait quelques pas dans la chambre et elle a fini par consentir à se rasseoir. Elle est si petite qu'on la prendrait volontiers pour une de ces fillettes qu'on voit dans les corons et auxquelles il est difficile de donner un âge. Sa figure n'est pas désagréable, au contraire. Néanmoins, il semble qu'on n'aurait qu'à tourner la tête pour l'oublier tout de suite. Mais ses yeux bleus fanés ont un sourire si résigné, si humble, qu'ils ressemblent à des yeux d'aïeul, des yeux de vieille fileuse. Quand vous vous sentirez bien, je m'en irai, a-t-elle repris. Monsieur Louis ne serait pas content de me trouver là. Ce n'est pas son idée que nous causions. Il m'avait bien recommandé en partant de vous dire que j'étais une voisine. Elle s'est assise sur une chaise basse. Vous devez avoir bien mauvaise opinion de moi. La chambre n'est même pas faite, tout est sale. C'est que je pars au travail le matin très tôt, à 5 heures. Et je ne suis pas non plus bien forte, comme vous voyez. Vous êtes infirmière ? Infirmière, pensez-vous ? J'étais fille de salle là-bas, au Sana, quand j'ai rencontré monsieur. Mais ça vous étonne sans doute que je l'appelle monsieur Louis, puisque nous sommes ensemble. Elle a baissé la tête, feignant de refaire les plis de sa pauvre jupe. Il ne voit plus aucun de ses anciens... de ses anciens camarades, quoi. Vous êtes le premier. D'une manière, je me rends bien compte que je ne suis pas faite pour lui. Seulement que voulez-vous, au Sana, il s'est cru guéri, il s'est fait des idées. Question religion, je ne vois pas de mal à vivre mari et femme, mais il avait promis, paraît-il, pas vrai. Une promesse est une promesse, n'importe. À l'époque, je ne pouvais pas lui causer d'une chose pareille, d'autant plus que... Excusez, je l'aimais. Elle a prononcé le mot si tristement que je n'ai su que répondre. Nous avons rougi tous les deux. Il y avait une autre raison. Un homme instruit comme lui, ça n'est pas facile à soigner, et il en sait autant que le docteur. Il connaît les remèdes, et bien qu'il soit maintenant de la partie, même avec sa réduction de 55%, la pharmacie coûte cher. Qu'est-ce que vous faites ? Elle a hésité un moment. Des ménages. Dans notre métier, voyez-vous, ce qui fatigue, c'est plutôt de cavaler d'un quartier à l'autre. Mais son commerce, à lui. Il paraît que ça rapportera gros.
Seulement il a fallu emprunter pour le bureau, la machine à écrire, et puis vous savez, il ne sort guère, parler le fatigue tellement. Marquez, je m'en tirerais bien toute seule, mais il s'est mis en tête de faire mon instruction, comme il dit. L'école, quoi. Quand cela? Ben, le soir, la nuit, car il ne dort pas beaucoup. Des gens comme moi, des ouvriers, il nous faut notre sommeil. Oh, notez, il ne le fait pas exprès, il n'y pense pas. Voilà déjà minuit qu'il dit. Dans son idée, je dois devenir une dame. Un homme de sa valeur, forcément, rendez-vous compte. Sûr et certain que je n'aurais pas été une compagne pour lui si... Elle m'observait avec une attention extraordinaire, comme si sa vue même eût dépendu du mot qu'elle allait dire, du secret qu'elle allait livrer. Je ne pense pas qu'elle se méfiait de moi, mais le courage lui manquait de prononcer devant un étranger le mot fatal. Elle était plutôt honteuse. J'ai souvent remarqué chez les pauvres femmes cette répugnance à parler des maladies, cette pudeur. Son visage s'est empourpré. Il va mourir, a-t-elle dit, mais il n'en sait rien. Je n'ai pu m'empêcher de sursauter, elle a rougi plus fort. Oh, je devine ce que vous pensez. Il est venu ici un vicaire de la paroisse, un homme très poli, que M. Louis ne connaît pas d'ailleurs. Selon lui, j'empêchais M. Louis de rentrer dans le devoir, qu'il a dit. Le devoir, allez, c'est pas facile à comprendre. Oh, ces messieurs le soigneraient mieux que moi, vu le mauvais air du logement et la question de la nourriture qui n'est pas celle qu'elle devrait être, malgré tout. Pour la qualité, j'y arrive, c'est la variété qui manque, M. Louis se dégoûte très vite. Seulement, je voudrais que la décision vienne de lui, vaudrait mieux, vous ne trouvez pas? Une supposition que je m'en aille, il se croira trahi, car enfin sans vous offenser, il sait que je n'ai guère de religion, alors... Êtes-vous marié, lui dis-je. Non, monsieur. J'ai vu passer une ombre sur son visage, puis elle a paru se décider tout à coup. Je ne veux pas vous mentir, c'est moi qui n'ai pas voulu. Pourquoi? À cause de ce qu'il est, quoi. Lorsqu'il a quitté le Sana, j'espérais qu'il irait mieux, qu'il guérirait. Alors au cas où il aurait voulu un jour, sait-on, je ne lui serais pas une cause d'ennui, que je me disais. Et qu'a-t-il pensé de cela? Oh, rien, il a cru que je ne voulais pas, rapport à mon oncle de Rang du Flier, un ancien facteur qui a du bien et n'aime pas les prêtres. J'ai raconté qu'il me déshériterait. Le drôle de la chose, c'est que le vieux me déshérite en effet, mais parce que je suis resté fille, une concubine qu'il appelle. Dans son genre, c'est un homme très bien, maire de son village. Tu ne peux même pas te faire épouser par ton curé, qu'il m'écrit. Faut que tu sois devenu une pas grand-chose. Mais lorsque... Je n'osais pas achever. Elle a achevé pour moi. D'une voix qui aurait paru indifférente à beaucoup, mais que je connais bien, qui réveille en moi tant de souvenirs. La voix sans âge, la voix vaillante et résignée qui apaise l'ivrogne, réprimande les gosses indociles, berce le nourrisson sans lange, discute avec le fournisseur impitoyable, implore l'huissier, rassure les agonies, la voix des ménagères, toujours pareille sans doute à travers les siècles, la voix qui tient tête à toutes les misères du monde. Lorsqu'il sera mort, j'aurai mes ménages. Avant le Sana, j'étais fille de cuisine dans un préventorium d'enfants, du côté d'hier, dans le Midi. Les enfants, voyez-vous, il n'y a pas meilleur. Les enfants, c'est le bon Dieu. Vous retrouverez peut-être une place analogue, lui dis-je. Elle a rougi plus fort. Je ne crois pas. Parce que, je ne voudrais pas que ça soit répété, mais entre nous, je n'étais déjà pas si solide et j'ai pris son mal. Je me suis tu. Elle paraissait très gênée par mon silence. Possible que je l'ai eu avant, s'est-elle excusée. Ma mère non plus n'était pas solide. Je voudrais être capable de vous aider, lui dis-je. Elle a sûrement pensé que j'allais lui offrir de l'argent, mais après m'avoir regardé, elle a paru tranquillisée. Elle a même souri. Écoutez, je souhaiterais bien que vous lui glissiez un petit mot à l'occasion, rapport à son idée de m'instruire. Quand on pense que, enfin, vous comprenez, pour le temps qu'il nous reste à passer ensemble, nous deux, c'est dur. Il n'a jamais été très patient, que voulez-vous, un malade. Mais il dit que je le fais exprès, que je pourrais apprendre. Notez que mon mal doit y être pour quelque chose, je ne suis pas si bête. Seulement que répondre. Figurez-vous qu'il avait commencé à m'apprendre le latin, penser, moi qui n'ai même pas mon certificat. D'ailleurs, lorsque j'ai fini mes ménages, ma tête est comme morte, je ne songe qu'à dormir. Est-ce qu'on ne pourrait pas au moins parler tranquille? Elle a baissé la tête et joué avec un anneau qu'elle porte au doigt. Quand elle s'est aperçue que je regardais la bague, elle a vivement caché la main sous son tablier. Je brûlais de lui faire une question. Je n'osais pas. Enfin, lui dis-je, votre vie est dure. Ne désespérez-vous donc jamais. Elle a dû croire que je lui tendais un piège. Sa figure est devenue sombre, attentive. N'êtes-vous jamais tenté de vous révolter? Non, m'a-t-elle répondu. Seulement des fois, je n'arrive plus à comprendre. Alors? C'est des idées qui viennent quand on se repose, des idées du dimanche que j'appelle.
Des fois aussi quand je suis lasse, très lasse. Mais pourquoi vous me demandez ça ? Par amitié, lui dis-je, parce qu'il y a des moments où moi-même, son regard ne quittait pas le mien. Vous n'avez pas bonne mine non plus, monsieur, faut être juste. Eh bien donc, lorsque je ne suis plus capable de rien, que je ne tiens plus sur mes jambes, avec mon mauvais point de côté, je vais me cacher dans un coin toute seule et, vous allez rire, au lieu de me raconter des choses gaies, des choses qui remontent, je pense à tous ces gens que je ne connais pas, qui me ressemblent. Et il y en a, la terre est grande. Les mendiants qui battent la semelle sous la pluie, les gosses perdus, les malades, les fous des asiles qui gueulent à la lune, et tant, et tant. Je me glisse parmi eux. Je tâche de me faire petite, et pas seulement les vivants, vous savez, les morts aussi qui ont souffert et ceux à venir qui souffriront comme nous. Pourquoi ça ? Pourquoi souffrir, qu'ils disent tous ? Il me semble que je le dis avec eux, je crois entendre, ça me fait comme un grand murmure qui me berce. Dans ces moments-là, je ne changerai pas ma place pour celle d'un millionnaire. Je me sens heureuse. Que voulez-vous ? C'est malgré moi, je ne me raisonne même pas. Je ressemble à ma mère. Si la chance des chances, c'est d'avoir pas de chance, qu'elle me disait, je suis servie. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Et pourtant, elle a été mariée 2 fois, 2 ivrognes, une guigne. Papa était le pire, un veuf avec 5 garçons, des vrais diables. Elle était devenue grosse, à ne pas croire, tout son sang tournait en graisse, n'importe. Il n'y a rien de plus endurant qu'une femme, qu'elle disait encore. Ça ne doit se coucher que pour mourir. Elle a eu un malaise qui la prenait à la poitrine, à l'épaule, dans le bras. Elle ne pouvait plus respirer. Le dernier soir, papa est rentré fin saoul, comme d'habitude. Elle a voulu mettre la cafetière sur le feu, elle lui a glissé des mains. Sacrée bête que je suis, qu'elle a fait. Cours chez la voisine en emprunter une autre et reviens dardard, crainte que le père se réveille. Quand je suis rentré, elle était quasi morte, un côté de la figure presque noire, et sa langue passait entre ses lèvres, noire aussi. Faudrait que je m'étende, qu'elle a dit, ça ne va pas. Papa ronflait sur le lit, elle n'a pas osé le réveiller. Elle a été s'asseoir au coin du feu. Tu peux maintenant mettre le morceau de lard dans la soupe, qu'elle a dit encore. La v'là qui bout. Et elle est morte. Je ne voulais pas l'interrompre, parce que je comprenais bien qu'elle n'en avait jamais raconté si long à personne. Et c'est vrai qu'elle a paru tout à coup s'éveiller d'un songe. Elle était très embarrassée. Je parle, et j'entends M. Louis qui rentre. Je reconnais son pas dans la rue. Mieux vaut que je m'en aille. Il me rappellera, probable, a-t-elle ajouté en rougissant. Mais ne lui dites rien, il serait furieux. En me voyant debout, mon ami a eu un mouvement de joie qui m'a touché. Le pharmacien avait raison, il s'est moqué de moi. C'est vrai que la moindre syncope me fait d'une peur horrible. Tu as du mal digérer, voilà tout. Nous avons décidé ensuite que je passerai la nuit ici, sur ce lit cage.